BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. On répond à vos questions tous les jours dans cette séquence de Tout pour investir. On s'intéresse à l'or. On en parle pas mal depuis le début de la semaine de l'or parce que évidemment le métal jaune a battu des records, connaît des records réguliers, bat des records réguliers. On va parler de l'or comme un actif qui performe, quelques chiffres à l'appui. Et puis on va extrapoler en s'intéressant aux minières, aux entreprises minières et donc aux opportunités d'investissement dans ces entreprises. Sont-elles les grandes gagnantes des récents records de l'or? Pour répondre à ces questions, Patrick Tiberge, le directeur général de Meilleur Placement, est en plateau avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Nous sommes également depuis la Suisse avec Alessandro Soldati. Bonjour Alessandro, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien. Bonjour Alessandro, vous êtes directeur général de Gold Avenue. Avec vous, on va être dans le côté un peu B2C. Vous allez nous aider, nous, investisseurs ou potentiels investisseurs dans l'or. Et puis Patrick, vous allez incarner un petit peu la vision macro, si vous voulez bien, dans ce question-réponse. On est en direct, vous voulez réagir, nous poser des questions, c'est très simple. Vous m'écrivez sur LinkedIn, en message privé, ou bien même sur Instagram, je suis connectée. Et puis sinon, vous pouvez également nous écrire à l'adresse directe @bfmbusiness.fr. Plusieurs seuils historiques en 2024, vous le savez si vous suivez notre antenne régulière. Peut-être, Alessandro, vous pouvez nous résumer ce qui se passe depuis le début de l'année avec l'or, quelques chiffres qu'il faut avoir en tête pour démarrer cette discussion. Oui, bien sûr. Donc cette année, on a vraiment eu plusieurs records historiques avec l'or. Donc le prix de l'or en mars, il a dépassé la seuil des 1900 € pour ensuite arriver à la fin de mars à 2000 €. Et ensuite, de nouveau en avril, on a dépassé les 2200. En juillet, on est allé encore plus haut pour arriver au record historique en août à 2270 € l'once d'or, qui est effectivement du jamais vu, quoi. Du jamais vu, Patrick, depuis le début de votre carrière, qu'est-ce que ça vous inspire cette évolution? Est-ce que on pouvait imaginer il y a encore quelques années ces chiffres? Non, c'est vrai que là, on enfonce différents plafonds, hein, plus 22% cette année, plus 13% l'année dernière. Donc effectivement, on atteint des records historiques. Même certains investisseurs disent qu'on peut aller chercher la barre des 3000 $ sur l'once d'or. Donc c'est effectivement des niveaux élevés. Le contexte géopolitique, hein, la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient font qu'on a une appréciation assez forte de l'once d'or. Un autre point important, c'est les banques centrales européennes, les banques centrales des différents pays ont investi massivement dans l'or. Exemple, en Chine, l'année dernière, ils ont acheté 225 tonnes d'or. La Pologne, même chose, a acheté 130 tonnes d'or l'année dernière pour se prémunir du conflit ukrainien et d'une extension. Donc elles se prémunissent pour conserver une devise relativement forte et de se dire j'achète de l'or massivement. Et oui, parce que les banques centrales sont les grosses acheteuses d'or. Alessandro, si on zoome sur les investisseurs particuliers avec vous, est-ce qu'on peut parler d'un profil type qui a investi dans l'or? Est-ce que les acheteurs d'or ont changé ou est-ce que leur profil a évolué en quelques années? Oui, je pense que dans les dernières années, on a vu une évolution du profil type. Avant, c'était peut-être plus l'investisseur connaisseur qui voulait sécuriser ses épargnes en achetant de l'or. Aujourd'hui, on voit aussi une population plus vaste qui se préoccupe de sauvegarder son épargne et donc il commence à acheter, voire même des quantités 1 gramme, 2 grammes, 10 grammes pour sécuriser leur épargne. Donc c'est une vraie évolution vers, disons, une démocratisation de l'achat de métaux précieux. Démocratisation, alors symboliquement, le lingot d'or, alors le gros lingot, hein, celui qui fait 1 kilo, a dépassé plus qu'1 kilo, celui qui vaut 1 million maintenant. Le gros lingot, pas celui qu'on peut stocker chez nous. 411. Oui, ouais. Les 411, ça fait quoi? Ça fait 12 kilos, si je dis pas de bêtises? 12,5 kg. Après, le prix varie légèrement parce qu'il n'y a pas une forme particulière. Chaque gros lingot fait un poids légèrement différent, quoi. Bon, pas celui que n'importe qui peut stocker chez lui. Exact. C'est une barre symbolique. On parle souvent d'investissement programmé dans Tout pour investir. On voit se dessiner une tendance à l'investissement progressif ou programmé sur l'or. Vous l'observez, Patrick, vous chez Meilleur Taux? Mais c'est vrai qu'il y a eu un changement de comportement. Autant il y a quelques années, on achetait de l'or physique, hein, des lingots, des pièces, de façon à pouvoir acquérir de l'or et le stocker chez soi ou dans sa banque. Et depuis que
les ETF, les ETC sur l'or, ce qu'on appelle l'or papier est arrivé sur le marché, là on a une recrudescence effectivement d'investissement sur des montants qui peuvent être beaucoup plus faibles et qu'on peut positionner dans son contrat d'assurance vie, sur son compte titre, ce qui permet de démocratiser, comme disait Alessandro, l'acquisition de l'or pour n'importe quel type d'épargnant. Parce qu'effectivement, le seuil d'accès à un lingot d'or d'un kilo autour de 60 000 euros n'est pas donné à tout le monde, ce qui fait qu'après on peut acheter des pièces, on est sur des montants de 400 euros, mais avec l'ETF, on peut aller acheter sur des montants beaucoup plus faibles et le diversifier dans son patrimoine, sur son contrat d'assurance vie par exemple. L'essor de l'or papier, Alessandro, vous l'observez et est-ce que vous avez une vision pays par pays? Vous êtes basé en Suisse, mais est-ce que vous savez si dans d'autres pays en Europe on observe cette tendance et comment se positionne la France dans cette tendance? Oui, donc alors nous on opère principalement sur la Suisse, Italie, France et Allemagne. On voit des comportements différents dans l'approche de l'épargne. Typiquement, on a beaucoup d'épargnants français qui sont en train de transférer leur livret A à l'or parce qu'ils considèrent que le retour moyen sur le long terme est plus intéressant. Et tandis que les Allemands, eux, ils sont beaucoup plus attentifs à ségréguer leur or de tout le reste. Donc, ils veulent vraiment avoir l'or physique. Ils veulent pas avoir des risques de contrepartie. Et donc, c'est vraiment l'aspect livraison qui est plus important pour eux. Tandis que pour un public suisse ou français, on voit qu'ils stockent énormément aussi dans nos coffres avec de l'or qui ensuite est sécurisé ici en Suisse. Intéressant, ces différents profils. Qu'est-ce que vous observez, vous, chez Meilleur Taux Placement, Patrick? Oui, moi, je dirais, il faut quand même être assez prudent sur l'or, parce que c'est quand même très volatile. On a eu des baisses assez prononcées en 2013, en 2014, avec du moins 30%. En cumulé entre 2013 et 2015, on a eu moins 37% du prix de l'or qui a baissé. Donc c'est un actif volatile qui peut avoir des variations assez fortes d'ailleurs sur la même année. Ce qu'on conseille, nous, à nos clients de Meilleur Taux Placement, c'est de pouvoir, si possible, ne pas dépasser 10% de son investissement sur l'or. Il faut diversifier son patrimoine financier. On a d'autres actifs tangibles comme l'or que sont l'immobilier, que sont l'infrastructure. On peut aller faire du private equity qui permet aussi d'avoir du rendement et qui est, à mon sens, important. Convertir une grosse partie de son livret A dans l'or, c'est pas le conseil que je recommanderais à un investisseur de Meilleur Taux Placement. Alessandro, est-ce que 10% c'est un pourcentage qui vous semble acceptable d'avoir en or dans son patrimoine? Et vous, quel est le pourcentage que vous pouvez observer à défaut de recommander? Oui, donc on observe tout type de pourcentage. Il y a des maximalistes, des gens qui pensent que l'or c'est le seul actif qu'ils veulent avoir dans leur compte. Maintenant, les conseillers, ils conseillent entre 5 et 15% selon un petit peu le profil de risque de la personne et l'appréciation au risque aussi. Donc effectivement, l'or, bien que c'est un actif relativement stable, il est volatile, donc il porte ses risques avec lui. Donc il n'est pas contre toute typologie de risque. Donc il faut pouvoir se permettre des baisses sur le court terme, même si, encore une fois, nous on conseille à nos clients qui investissent dans l'or physique, une vision sur le long terme et dans une vision d'épargne plus que dans une vision de spéculation, ce qui porte ensuite à être beaucoup plus tendu sur l'investissement. Bon, on comprend les enjeux de protection, on comprend aussi parfois cette transmission, parce que dans le cadre de passer quelque chose de tangible à ses héritiers, parfois l'or est intéressant. On associe de moins en moins l'or au luxe. Est-ce que c'est encore un synonyme de luxe, Patrick, l'or ? Non, je pense que comme disait Alessandro, c'est une démocratisation qui s'est opérée sur le marché. Donc l'or est une valeur refuge. C'est vrai que les Français aiment bien l'or. On est le 4e pays à avoir le plus d'or stocké. Donc voilà, donc c'est effectivement les Français aiment ça. C'est plus un synonyme de luxe. C'est un synonyme de placement, de valeur refuge qui permet de diversifier son patrimoine avec un certain pourcentage maximum qu'il faut, à mon sens, ne pas dépasser. On parlait un petit peu plus tôt dans l'émission de politique d'austérité. De quelles répercussions une politique d'austérité ou peut-être de frugalité, pour dire ça de manière moins anxiogène, pourrait avoir sur les marchés financiers, en tout cas à l'échelle de la France. Des actifs tangibles comme l'or et l'immobilier sont souvent regardés dans ces contextes de politique d'austérité. Alessandro, si on se serre la ceinture du côté de la France, est-ce que vous pensez que l'or pourrait attirer de nouveaux investisseurs ? Oui, mais encore une fois, je pense que grâce aussi aux réseaux sociaux, les gens
ils viennent en contact avec des gens qui achètent des métaux précieux et donc ça devient encore une fois plus accessible, les gens s'intéressent plus et donc encore une fois c'est quelque chose que fur et à mesure a beaucoup plus d'intérêt avec le temps, quoi. Patrick. Oui, c'est vrai que pour moi aussi, effectivement, on voit ce regain arriver en France et je pense que les variations qu'on peut vivre sur les marchés financiers à la baisse, avec des fortes baisses, fait que l'or devient une valeur refuge pour un certain nombre d'épargnants et ça permet de se sécuriser. Moi, je dis à nos clients de meilleur taux placement, c'est un bon anxiolytique pour ceux qui ont une certaine crainte de la volatilité des marchés financiers. Pour mieux dormir, oui, vous pouvez acheter un petit peu d'or, comme ça permet d'être un peu plus sécure dans sa tête. Le Tranxène ou le Valium de l'investisseur. Exactement, de prendre des médicaments. Bon, on va extrapoler un petit peu parce qu'on parle beaucoup d'or, très bien. Mais il n'y a pas que l'or dans la vie et en tout cas, pour avoir de l'or, il faut des entreprises qui extraient ce métal. Racontez-nous un petit peu j'allais dire même de géographie, Patrick. Quand on parle d'or, qu'est-ce qu'il y a en amont de l'or ? Vous avez des sociétés qui explorent les sites où on peut extraire l'or, qui ensuite exploitent et qui assurent l'extraction de l'or et qui ensuite le commercialisent. Donc on a des gros acteurs sur le marché comme Newmont, comme Barrick Gold, qui permet d'assurer en fait l'exploration, l'exploitation de l'or sur le marché. Et ils exploitent pas forcément que l'or, il y a l'argent, on n'en a pas parlé, le platine, le palladium, qui sont aussi très utilisés dans les matériels électroniques des téléphones portables et la demande est relativement forte. Et on voit aussi sur ces minerais une forte appréciation depuis un certain nombre d'années au regard d'une demande croissante, tant des particuliers que des corporates, des sociétés qui ont besoin de ces types de matériaux pour assurer la construction de l'électronique, par exemple. On va parler un petit peu de ces autres métaux précieux et physiques. Pour revenir sur les entreprises minières aujourd'hui, ces entreprises, qui sont-elles ? Quelle nationalité ont-elles ? Et comment, en tant qu'investisseur, on peut parier sur ces entreprises, Patrick ? Alors, vous avez ce que je disais, Barrick Gold, Newmont, Agnico Eagle, Wheaton Precious Metals, qui sont des acteurs reconnus sur le marché. Les mines sont généralement positionnées en Afrique du Sud, Ghana, Australie, Indonésie, Pérou, là où effectivement il y a de l'or. Ils assurent l'extraction du métal et ensuite ils le commercialisent sur l'ensemble du pays en fonction de la demande. Alors effectivement, ces minières sont aussi un bon positionnement pour se placer et d'acheter parce qu'il y a forcément l'or augmente et forcément le cours de ces sociétés-là augmente massivement. On a plus de 30% d'augmentation pour certaines minières et on a aussi des ETF qui répliquent l'évolution de ces minières ou des ETC qui répliquent le cours de l'or. Donc ça peut être aussi une bonne stratégie de se dire j'investis sur des minières de façon à pouvoir bénéficier de la hausse de l'or comme de ces sociétés en termes de valorisation sur les marchés financiers. Patrick Tiberge de Meilleur Taux Placement, vous avez cité plusieurs entreprises, notamment Newmont, Wheaton Precious Metals ou encore Agnico Eagle, pardon pour ma prononciation douteuse. On parle d'entreprises qui ont surfé ces records de l'or, qui ont connu des rendements très, très élevés. Depuis 2-3 ans, on constate, comme on le disait en introduction, une forte appréciation du cours de l'or. Donc mécaniquement, si l'exploitation de l'or est une part prépondérante de leur exploitation, il est clair que derrière, elles bénéficient de la hausse du cours de l'or dans la hausse de leur cours en termes de société. On les associe à l'or, mais on les associe également à l'argent, au platine, au palladium que vous avez évoqué tout à l'heure. Question un petit peu bête, mais dans les mines d'or, est-ce qu'on extrait autre chose que de l'or ? Est-ce qu'on peut trouver dans une même mine un filon d'or, un filon d'argent ou un filon de palladium ? Comment ça se passe sur le terrain ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Alors, je ne suis pas le spécialiste de l'extraction aurifère. Néanmoins, je pense qu'il y a plutôt des zones géographiques dédiées à l'or. Il y a des zones géographiques plutôt dédiées à l'extraction de l'argent ou du palladium. Donc, c'est des gisements qui sont identifiés. C'est pour ça que la phase d'exploration est relativement importante et longue, de façon à s'assurer que les coûts de mise en place en termes d'exploitation il y a un retour sur investissement et que le filon, je dirais, est assez élevé pour justifier l'investissement financier dans ces zones-là. L'argent, le platine et le palladium, c'est aussi des métaux auxquels vous permettez d'accéder chez Gold Avenue, à Alessandro. Expliquez-nous simplement les liens peut-être qu'il peut y avoir entre les cours de l'or d'une part et ceux de ces trois autres métaux, argent, platine, palladium. Est-ce qu'il y a une corrélation ? Comment chacun vit sa vie ? Oui, donc c'est 3 métaux qu'on vend sur Gold Avenue, on les vend sans TVA parce qu'on les détient dans un port franc, ce qui permet, tant qu'ils restent dans le port franc, de ne pas payer la TVA. Il faut savoir que c'est un client, il est des ventes physiques. Pardon ? Vous écoute, pardon, Alexandra.
Ok, mais pardon. Si un client il les demande physiquement chez lui, il va devoir payer la TVA et c'est pour ça que la plupart de nos clients, ils préfèrent garder ça dans les coffres. Maintenant, l'argent, il suit un petit peu le mouvement de prix de l'or, tandis que le platine et le palladium, qui sont utilisés bien plus pour les domaines industriels, il y a une corrélation moins importante et effectivement aussi sur ces derniers mois, on a vu une baisse du prix du platine et du palladium assez importante comparée à la hausse du prix de l'or et de l'argent. Comment on l'explique cette baisse ? C'est plusieurs facteurs. Donc, à nouveau, c'est des produits industriels, donc il y a moins de demandes d'investissement, mais il y a vraiment tous des facteurs qui sont rattachés. Typiquement, énormément de platine et palladium sont produits en Afrique du Sud, en Russie. Donc, c'est là aussi les tensions géopolitiques et la demande pour les catalysateurs, parce qu'on utilise énormément de ces métaux dans les catalysateurs de voitures, ça peut avoir un fort impact sur la volatilité du prix. Et donc, nous, on les conseille vraiment aux investisseurs un petit peu plus expérimentés qui veulent ajouter de la volatilité à leur portfolio de métaux précieux, tout en sachant qu'ils ont bien évidemment plus de risques parce qu'effectivement, ils sont plus volatiles. Est-ce que l'or est, vous observez, le point d'entrée à l'investissement dans les métaux en général? Pour le dire autrement, est-ce qu'on commence par investir dans de l'or avant d'investir dans, par exemple, de l'argent ou dans le palladium, Alessandro? Oui, bien sûr, l'or, c'est vraiment quelque chose que tout le monde comprend. On est associé avec l'or dès notre plus jeune âge. Et donc, c'est automatiquement qu'on veut sécuriser de l'épargne avec des métaux précieux physiques. C'est le premier métaux auquel on pense. Après, on associe aussi souvent l'argent parce qu'on a l'impression, étant donné qu'il coûte moins cher à l'once, qu'il est plus accessible. Mais il faut pas oublier qu'on peut acheter des grammes d'or, des 10 grammes d'or, donc sans forcément devoir mettre des milliers d'euros pour démarrer un épargne. Patrick? Oui, c'est effectivement l'or et ce qui est le plus connu. L'argent arrive en deuxième et puis après on est sur une clientèle un peu plus experte sur la partie platine et palladium où c'est un petit peu moins démocratisé. On peut même le voir au niveau des grosses sociétés de gestion qui ont sorti des ETF sur l'or. Les encours pour BlackRock sur l'or sont plus de 13 milliards sur un seul et même ETF. Donc ça démontre l'appétence du marché français mais du marché mondial sur le type d'actifs. Je précisais juste un point par rapport à ce que disait Alessandro, c'est ne pas oublier que quand vous achetez de l'or physique, il y a quand même une fiscalité qui existe. Les frais et la fiscalité. Les frais Alors, et la fiscalité. Prenons un moment pour décrypter cela. Voilà, les frais, il faut acheter l'or, il faut le stocker, donc on peut le stocker chez soi. Il est conseillé en fonction de la quantité d'or que vous achetez d'avoir un coffre-fort, voire une vidéosurveillance comme vous le disiez tout à l'heure pour s'équiper et stocker son or chez soi dans l'émission précédente. Donc ça a un coût. L'allocation du coffre dans une banque, si vous n'avez pas de coffre, là aussi il y a un coût qui peut être non négligeable. Une fourchette pour qu'on imagine en France stocker de l'or dans un coffre dans une banque, qu'est-ce que c'est Patrick? Déjà il y en a de moins en moins de banques qui offrent ce service. Ça tourne autour de 200 à 500 euros environ pour louer un coffre. Ça dépend de la taille par du mois, coffre. Par an? Non, c'est par an. Ça dépend de la taille du coffre, et donc la quantité d'or que vous voulez stocker. Néanmoins, attention, la garantie que vous accorde une banque lorsque vous ouvrez un coffre, elle est souvent plafonnée à 100 000 euros. Donc si vous avez une certaine quantité d'or, faites attention de bien être couvert par l'assurance au cas où il y a un problème. Ce sujet de TVA et de fiscalité, qu'est-ce qu'il faut avoir d'autre en tête, Patrick? Alors la fiscalité sur l'achat physique de l'or fait que vous avez une taxe forfaitaire sur les matières premières précieuses qui est de 11,5%. Vous pouvez opter aussi pour une taxe sur la plus-value réelle que vous dégagez quand vous revendez l'or. Là, on est sur 36,2%. Donc effectivement, acheter de l'or en physique fait que vous avez quand même une fiscalité qui peut être plus contraignante que la flat tax qui aujourd'hui est à 30%. Donc j'aurais plus tendance à conseiller l'investisseur à acheter des ETF pour le mettre par exemple dans son contrat d'assurance vie ou à partir du moment où il y a une cession dans le contrat d'assurance vie, s'il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de fiscalité sur la plus-value réalisée, uniquement au moment du rachat sur le contrat d'assurance vie. La fiscalité, évidemment, et les frais à garder en tête. Alessandro, ces questions de fiscalité, de TVA, elles occupent beaucoup de vos collaborateurs au service client. Est-ce qu'on vous pose beaucoup de questions là-dessus ? Oui, bien sûr. En plus, étant donné qu'on doit un petit peu avoir en tête la fiscalité de différents pays, parce que différents pays ont différents impacts. Après, je pense que c'est important pour complémenter ce qu'il disait Patrick, c'est que cette taxe de 36% sur la plus-value, elle se réduit de 5% chaque année
pour arriver à zéro après 22 ans. C'est pour ça nous on conseille d'avoir une vision long terme pour l'investissement de métaux précieux physiques. Et en même temps, pour les ventes de moins de 5 000 euros par année, il n'y a pas de taxation. Donc chaque année, on peut vendre pour 5 000 euros de métaux précieux. Et de l'autre côté, pour tout ce qui est le stockage, c'est vrai que le stockage dans des coffres de banque sont chers, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe des outils comme Gold Avenue, où nous, par exemple, on offre le stockage gratuit, assuré, jusqu'à 10 000 euros dans des coffres forts suisses hors de notre bilan. C'est-à-dire que même si nous, on fait faillite, le client reste propriétaire et en plus, tous ses avoirs sont assurés. Donc, il faut vraiment mettre sur la balance si c'est un investissement court terme, l'ETF, c'est sûrement une option intéressante. Maintenant, quand on pense sur un investissement long terme, il faut aussi dire que quand on achète des ETF, il y a le risque de la contrepartie, parce que si la contrepartie fait faillite ou n'a pas les garanties nécessaires, on peut avoir plus de risques que le prix de l'or. Donc c'est vraiment tous des différents aspects qu'il faut mettre sur la balance quand on prend en compte un investissement dans les métaux précieux. Patrick Tiberge, conseil de bon sens aussi pour conclure méthodiquement ce sujet. Oui, je suis d'accord, il faut être accompagné, parce que c'est quand même un actif, comme je disais tout à l'heure, risqué et volatile. Il faut s'assurer que la contrepartie soit relativement conséquente, que ça soit pas un petit acteur sur lequel on va confier une partie de ses capitaux. Et comme je disais, il faut vraiment s'assurer qu'il faut diversifier son patrimoine financier. Donc un certain pourcentage, effectivement, en fonction du profil de risque de l'investisseur. Et il faut aller chercher d'autres actifs tangibles si le client veut avoir des actifs plus concrets. Mais vous avez aussi des produits de qualité financiers autres sur d'autres classes d'actifs, les actions, les obligations, les produits structurés qui permettent d'avoir des rendements intéressants, voire même avec du capital garanti ou un fonds euro aussi en assurance vie qui permet d'avoir des bons rendements sur le long terme. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet de l'or qui évidemment dans le contexte géopolitique complexe occupe les esprits. Bon, en moyenne, le cours de l'or a augmenté de presque 9% par an pendant 20 ou 25 ans. On peut dire que l'or est un actif qui performe, Patrick. Oui, parce que si on prend la comparaison sur les marchés actions, même chose, sur 20 ans, on estime que positionner son patrimoine sur les marchés actions, on va aller chercher une performance de 8 à 10%. Donc effectivement, on arrive sur une comparaison de performance. Toutefois, attention, l'or, on spécule sur la hausse du cours de l'or. Vous n'avez pas de dividendes, vous n'avez pas de coupons, contrairement à des obligations qui distribuent des coupons tous les ans ou des actions qui vous distribuent un dividende. Donc ça permet d'avoir un revenu récurrent. Alors vous le disiez en introduction, ça peut être aussi une stratégie de versement programmé régulier sur typiquement un contrat d'assurance vie où on achetant régulièrement au travers de Gold Avenue un peu d'or de façon à étaler en quelque sorte le prix moyen d'acquisition de son or physique. Alessandro, le mot de la fin, l'or qui s'échange à l'heure où on se parle du côté de Londres en dollars autour de 2545 $ l'once. Un cours à 3000 $, vous y croyez, Alessandro ? J'ai pas la balle de cristal maintenant. Nous on dit toujours, on a peur que les choses vont aller pire avant d'aller mieux. Donc avec les tensions géopolitiques, les guerres et tout ce qui se passe dans la planète. Donc on pense et les analystes pensent que le prix va aller encore vers la hausse. Disons 3000 $, c'est très optimiste, mais optimiste dans un seul sens parce que si le prix de l'or augmente, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent pas très positives dans le monde. Donc encore une fois, moi, j'espère qu'on arrive à résoudre les problèmes plus que le prix atteint les 3000 $. Donc, c'est une balance et encore une fois, c'est un hedge, c'est pour protéger les autres actifs en espérant qu'on arrive à résoudre tous les tensions majeures. Alessandro Soldati, directeur général de Gold Avenue, avec nous depuis la Suisse. Patrick Tiberge, directeur général de Meilleur Taux Placement avec nous depuis Paris. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur ce sujet or et minière. Pour résumer, séquence à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.